Je m'appelle Gilles Perrol, je suis élu de la ville de Montsartou depuis 1995, donc bientôt 30 ans de mandat. Donc un long parcours sur la mise en place du projet alimentaire de la commune. Mes délégations au sein de la commune sont l'enfance, l'éducation et l'alimentation. Professionnellement, j'étais instituteur, puis directeur d'école, conseiller pédagogique. Voilà, et je suis à la retraite pour la deuxième année. Et au niveau alimentation, j'ai aussi un engagement national au sein de l'Association des maires de France, où je co-préside le groupe de travail alimentation, restauration scolaire, pour porter ces sujets au plus haut niveau. Et à ce titre, je siège au Conseil national de l'alimentation et au Conseil national de la restauration collective. On cumule actuellement un certain nombre de crises climatiques, sociales et même économiques. Il se trouve que si j'ai rejoint l'équipe à l'époque d'Andreas Chieri, maire de Montsartou, c'est parce que c'était plutôt une équipe qui était engagée de manière citoyenne, sans faire partie de partis politiques, mais qui portait des valeurs. Des valeurs d'écologie, d'humanisme, de, de niveau social, niveau éducation. Et en fait, sont les valeurs qui me portent. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'engagement écologique n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, compte tenu de la crise climatique, mais pas seulement, l'effondrement de la biodiversité, la, la pollution des sols, de l'air, de l'eau. Voilà, il y a un certain nombre de marqueurs très alarmants au niveau de l'écologie en général. Et l'écologie ne peut pas se séparer d'une approche sociale. L'humain fait partie de l'écologie. Et effectivement, actuellement, je veux dire, au-delà des conflits qui peuvent exister, on voit bien qu'il y a, il y a- il y a- il y a une crise du vivre ensemble. Une crise de vivre ensemble à tous les niveaux, au niveau local, au niveau international, avec souvent un renfermement sur soi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris en étant élu local, c'est travailler pour le bien commun. Et de plus en plus, on est confronté à des gens qui voient leur intérêt propre en priorité à l'intérêt commun. Et une société ne peut fonctionner que quand chacun voit l'intérêt commun dans toutes ses actions et pas avancer de manière égocentrique, je dirais. Donc effectivement, ça génère forcément une crise démocratique avec un repli de la participation aux élections ou un mouvement des électeurs vers des partis extrêmes qui sont là pour cliver et pas pour apporter des solutions. Et je rajouterais, puisqu'on parle, voilà, on va essentiellement parler d'alimentation, que ces crises, elles rejaillissent sur l'accès à l'alimentation durable de tous. Il n'y a jamais eu autant de personnes en difficulté d'approvisionnement alimentaire. On n'a jamais eu des agriculteurs autant en difficulté dans leur capacité à vivre de leur travail. On n'a jamais eu d'entreprises qui font autant de bénéfices en alimentation. Et on voit que le système ne fonctionne pas. Et que dans les réponses qu'apporte le gouvernement actuellement, on essaye de faire porter à l'écologie
le manque de revenus des agriculteurs, alors que la problématique, elle est avant tout économique. Et voilà, on connaît hein, cette manière de déporter la réponse, la responsabilité sur d'autres pour protéger certains. Et je trouve qu'on le voit très bien en ce moment. Un exemple très concret, le blé, hein, qui était à 340 euros la tonne avant la guerre en Ukraine, qui est monté à 440, qui est aujourd'hui autour de 200 euros la tonne. Et nous, on paye toujours nos pâtes 50% de plus qu'avant la guerre en Ukraine. Donc il y a bien forcément dans les deltas de ce marché international du blé porté par des traders qu'il y a des gens qui font des bénéfices et il y a des gens qui ont du mal à s'acheter de l'alimentation parce qu'elle est trop chère. Il y a des gens qui ne gagnent pas de leur vie en produisant leur alimentation. Donc on a un système qui est en train de s'effondrer au profit de l'économie. Bon, enfin, à Montsartou, on parle, le mot résilience ne nous fait pas peur et ne nous pose pas de problème. C'est peut-être parce que Boris Cyrulnik est souvent venu faire des conférences à Montsartou et que et qu'on a entendu on a entendu ce mot, mais la résilience, c'est rebondir après un choc. Je pense que des chocs au niveau sociétal, on en vit un certain nombre, au niveau environnemental, on vit un certain nombre, et que forcément, on doit construire des solutions et rebondir à ces chocs. Je dis, on n'évitera pas le réchauffement climatique. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le limiter. Et donc, il y aura forcément une adaptation à ce changement climatique, adaptation qui devrait être plus ou moins forte selon qu'on arrive à plus ou moins à limiter le dérèglement climatique. Donc forcément, on doit rentrer en résilience, on doit changer nos comportements, on doit changer nos manières de produire, on doit changer nos manières de consommer l'alimentation, on doit changer nos régimes alimentaires. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de la résilience. Et quand on parle de résilience des territoires, ça veut dire que, pour moi, les réponses sont avant tout territoriales dans ces crises. Je ne crois plus à l'État-providence, à l'Europe-providence. Je ne crois plus que les solutions viendront d'en haut. Je pense que les solutions viendront des territoires, des habitants et des élus locaux qui pourront, à leur échelle, construire des solutions. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans, l'équipe municipale de Montsartou. C'est mener une politique différente de ce qui s'est fait. C'est-à-dire, c'est pas chercher la croissance de nos habitants à tout prix. C'est pas construire à outrance. C'est préserver un équilibre sur notre territoire, un équilibre entre les habitants, la nature, un équilibre dans les relations entre les habitants. C'est la valeur humaniste que portait Andreas Kerry. Donc voilà, pour moi, la résilience est nécessaire. Après, il ne faut pas s'arrêter à l'emploi du terme de résilience, c'est-à-dire qu'il faut passer à des actions, à des actes qui créent cette résilience. Parce que souvent, on entend beaucoup parler de résilience, de transition, mais in fine, on ne change pas grand-chose. Donc voilà, il faut dépasser le vocabulaire pour agir et transformer cela en actes concrets qui seuls peuvent donner cette résilience. Et quant à l'intelligence collective, bah, pour moi, enfin, c'est quelque chose de tellement évident que et il y a aussi ça derrière l'écologie et l'humanisme, c'est-à-dire que on fait un tout. Euh, on, on fait un tout avec entre l'humain, entre l'animal et entre le végétal, et que on doit vivre en harmonie, on doit vivre en complémentarité, et c'est ensemble qu'on qu'on réussira à essayer de préserver
une part de capacité à vivre sur ces territoires, à être résilient. Et forcément, les solutions sont plurielles, donc sont à construire à plusieurs. Euh, nous, si Montsartou a fait les choses différemment dans le développement, dans l'aménagement de sa commune, de son territoire sur la Côte d'Azur, a fait différemment en termes de politique publique sur sa commune, c'est parce que on a construit ces politiques en écoutant les autres. On a construit ces politiques en écoutant des scientifiques, des philosophes, des économistes, des grands témoins de la société civile au sein du Festival du Livre de Montsartou, qui est un grand événement le premier week-end d'octobre chaque année, depuis plus de 35 ans, où il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui viennent donner leur vision du monde, leur vision des solutions, leur analyse des difficultés. Et en fait, c'est en se nourrissant euh, de ces témoignages pour construire nos politiques publiques qu'on a peut-être fait une politique différente d'autres collectivités. Et donc, ça fait partie de l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est prendre, c'est s'inspirer de ce que disent d'autres pour nourrir des politiques publiques et c'est construire ces politiques publiques avec les habitants, donc tous ensemble, pour aller dans le même sens. Et d'ailleurs, le Festival du Livre, non seulement il nourrit les élus par les témoignages, mais il nourrit aussi la population, les habitants de Montsartou. Et donc, on construit cette connaissance commune des grands enjeux de notre monde et des solutions possibles. Et c'est ensemble qu'on qu'on les met en œuvre, hein. Donc, évidemment, voilà, on sait qu'on avance plus vite en mettant toutes les idées en commun, et c'est ce qu'on pratique, nous, à Montsartou, depuis longtemps. On n'a pas raison seul contre les autres. On, on doit s'inspirer on doit s'inspirer des autres, s'inspirer de la connaissance et construire ensemble la solution. Les solutions, parce qu'il n'y a jamais qu'une solution. Plutôt envie de commencer par pourquoi on a commencé une résilience alimentaire, c'est-à-dire que le déclencheur. Je crois que c'est toujours important de comprendre l'origine de la construction d'un projet. Nous, il y a trois faits marquants qui nous ont fait démarrer. D'abord, c'est la crise de la vache folle en 1998, hein, où du jour au lendemain, l'État nous a demandé de ne plus servir de bœuf aux enfants dans la cantine, au risque de les rendre gravement malades parce que la maladie de Creutzfeldt-Jakob pouvait être mortelle. Euh, C'était un choc quand même. Un choc, une énorme crise sanitaire, et une crise sanitaire qui vient d'un développement de l'agriculture anachronique, je dirais, où on nourrit à base de farine animale des herbivores. Et, euh, et nous, ça a été un choc, mais aussi un déclencheur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, nous, on n'a pas arrêté de servir du bœuf aux enfants. On est passé au bœuf bio. Première introduction du bio par le bœuf pour répondre à la crise de la vache folle et pour répondre en offrant aux enfants une alimentation produite de manière biologique et donc respectueuse du vivant et avec des bœufs nourris à l'herbe comme il se doit. Parallèlement, le maire de Montsartou a, a- a fait un mandat de député à ce moment-là, de 97 à 2002, et il a été chargé de mission parlementaire santé-environnement. Et il a travaillé avec énormément de scientifiques qui lui ont démontré tous les enjeux santé-environnement, que ce soit sur les ondes, que ce soit sur la qualité de l'air, mais aussi sur l'alimentation.
Et le troisième point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le Festival du Livre avec des témoignages qui nous venaient de scientifiques et de la société civile. Et en fait, ces trois alertes conjuguées, je dirais, nous ont emmenés à décider de changer nos politiques publiques et de mettre le principe de précaution euh, comme point d'entrée de nos politiques publiques et de voir comment on pouvait faire autrement pour avoir des politiques publiques qui respectent la santé et l'environnement. Et donc, dans l'alimentation, ça a commencé par la cantine, puisque c'est la première compétence des villes sur l'alimentation. Il faut savoir que les, les villes, en fait, les collectivités en général n'ont pas de compétence alimentation. La compétence alimentation, elle est ministérielle. C'est une compétence de l'État. Et d'ailleurs, c'est délibérément que je suis adjoint à l'alimentation, puisqu'on pense qu'il serait important que cette compétence soit officiellement donnée aux collectivités et pas réservée exclusivement à l'État, parce que ça ne donne pas les résultats attendus. Donc, notre cantine, on a décidé de la transformer à deux niveaux. Le premier, c'est de revisiter l'équilibre nutritionnel de nos repas en suivant les repères du plan national nutrition santé qui ne sont pas mauvais, plus de fruits et légumes, moins de sel, moins de sucre, moins de graisse, des céréales plus complètes, voilà, des choses assez basiques, mais qui sont extrêmement importantes en termes de santé. Donc, nouvel équilibre nutritionnel des repas à la cantine, associé à l'occasion du Grenelle de l'environnement en 2007 à un développement de l'alimentation bio. Le Grenelle de l'environnement prévoyait déjà 20% de bio à la restauration collective. Euh, donc, 11 ans avant la loi Egalim. Et en fait, tout le monde prévoit 20% de bio et personne n'arrive à les faire. Et nous, on a dit, mais si le bio est important, pourquoi mettre un curseur à 20% et pas à 100%? Pourquoi ne pas aller au bout de l'idée que on doit produire notre alimentation de manière à respecter la santé du mangeur et l'environnement. Et donc, on décide en fin 2007 de passer au 100% bio le plus vite possible dans notre cantine. Et finalement, ça a été beaucoup plus simple qu'on ne pensait. Comme quoi, de se fixer des objectifs ambitieux, c'est un vrai moteur d'énergie, de transformation et on pourrait dire, de résilience. Donc voilà, il faut être. Moi, c'est une leçon que je tire de cette expérience, c'est qu'il faut être ambitieux. Et si on vise 20%, eh ben, on ne va pas avancer vite. Si on vise 100%, ben, on va générer une énergie beaucoup plus forte de transformation. Et on a réussi à passer au 100% bio en 4 années. Et en plus, à faire du 100% bio sans surcoût, puisque c'était aussi, on n'est pas plus riche que les autres. C'est pas parce qu'on est sur la Côte d'Azur qu'on est une commune avec beaucoup de capacités financières. Et donc, on voulait maîtriser notre budget alimentation sans dépenser beaucoup plus. Et très vite, on s'est donc rendu compte que on jetait, on gaspillait beaucoup trop d'alimentation pour réussir à faire du 100% bio sans surcoût, parce que naturellement et logiquement, et l'alimentation bio est plus chère parce elle est mieux produite. Et très vite, on a décidé de peser nos déchets et on s'est rendu compte qu'on avait 147 grammes de gaspillage alimentaire par repas, donc un tiers de ce qu'on achetait était jeté à la poubelle. Donc on voit que c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique aussi, puisque cette production, elle impacte l'environnement, même en temps biologique. On consomme de l'eau, on consomme des espaces. Et on a dit, il faut absolument changer ça. Et on a réussi à diminuer de 80% ce gaspillage alimentaire, de tomber à 30 grammes par repas. Donc on a diminué notre impact environnemental de production de repas, mais on a aussi diminué notre impact économique puisqu'on a économisé un peu plus de 20 centimes par repas
Et c'est cette économie d'alimentation non jetée qui a financé la différence de prix de l'alimentation biologique. Donc en 2012, 1er janvier 2012, on est 100% bio avec un coût matière de 1,86 € par repas, 6 centimes inférieur au début du projet où on n'avait que 20% de bio. Donc on voit que l'argent, la capacité financière n'est pas forcément un frein au développement de l'alimentation de qualité en restauration collective. Aller chercher des ressources financières dans nos fonctionnements est une solution efficiente. Au cours de ce passage au 100% bio, on s'est posé la question de notre approvisionnement. Et forcément, quand on a vu des légumes, certes certifiés bio, mais arrivés de toute l'Europe, voire d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud, on s'est dit, ce n'est pas tout à fait les légumes qu'on souhaite avoir, parce qu'un légume, ça doit être frais, ça doit être récolté à maturité. Si c'est récolté à maturité, ça ne voyage pas comme il faut. Donc, on n'avait pas les légumes qui nous convenaient, aussi bien en termes gustatifs qu'en termes de qualité nutritionnelle. Et on s'est dit, bon, on va essayer d'acheter des légumes aux producteurs de notre territoire. Sauf que sur la Côte d'Azur, l'agriculture a quasi disparu. Et le peu d'agriculteurs en bio, en plus, qui auraient pu nous fournir, ne souhaitaient pas répondre à les appels d'offres. C'est plus simple, beaucoup plus simple pour eux de fonctionner en AMAP, en vente directe auprès des producteurs, sans passer par des marchés publics, de la paperasse, et peut-être à un prix de vente légèrement inférieur par rapport à ce qu'ils peuvent faire au niveau des particuliers. Et donc, devant cette absence de réponse à notre appel d'offres dans les marchés publics, un peu en dépit, on a dit, il n'y a pas, on va le faire. Une fois qu'on a dit ça, on va le faire, et ben on s'est posé la question de produire nous-mêmes nos légumes. On a réfléchi pendant 1 an et demi. On a fait une étude de faisabilité en interne, donc ça a pris un peu de temps parce qu'on n'avait pas que ça à faire. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée de notre régime municipal agricole, de notre ferme municipale. Et en fait, depuis 2011, on produit nous-mêmes nos légumes. On produit des légumes que mangent les enfants à la cantine. On a d'abord salarié un agriculteur, puis deux, puis trois. On a maintenant 3 agriculteurs qui, sur un domaine de 6 hectares, produisent 25 tonnes de légumes. Et donc, 85% des légumes que mangent les enfants, en comptant les pommes de terre, hors pommes de terre, c'est même 96%. Donc, quasi autonome en production de légumes. En plus, on produit ces légumes sur une propriété, le domaine de l'Haute-Combe, qu'on avait préempté en 2005 pour empêcher une urbanisation nouvelle sur des terres agricoles. Au moment où les héritiers vendaient à un promoteur, on avait exercé notre droit de préemption pour préserver ces terres qui avaient toujours été agricoles et qu'on ne voulait pas voir partir à l'urbanisation, et que donc les projets se sont rejoints naturellement. Et donc voilà, on a une cantine 100% bio, on a une régie municipale agricole qui approvisionne en légumes. Et dans les grands changements qui ont suivi sur la cantine, ça a été la diversification des protéines, qui est un sujet qui est monté en puissance un peu plus tard. Mais dès 2017, on mettait un menu végétarien par semaine pour les enfants. 2019, 2 menus par semaine. Et depuis septembre 2022, 50% de menus végétariens. Ce qui nous a permis d'absorber complètement la crise d'inflation sur l'alimentation. L'alimentation a pris 20 à 25% d'augmentation dans cette crise qu'on nous dit suite à la guerre en Ukraine, mais qui est plutôt une crise de la spéculation sur l'alimentation que réellement un problème d'approvisionnement. Et on maintient un modèle donc de cantine 100% bio, 50% végétarienne, qui gaspille peu, qui est zéro plastique, qui a 70% d'approvisionnement régional
et à coût complètement maîtrisé, puisqu'à 2,21 € de coût matière par repas, on est dans la moyenne nationale du coût de revient d'un repas à la cantine, sauf que nous, on est 100% bio. Comme quoi c'est possible, c'est ce que j'aime dire. Fort de ce projet, en 2013, on a décidé de l'évaluer. On a créé un observatoire de la restauration scolaire et on a fait un questionnaire, un long questionnaire auprès des familles, des enfants qui mangent à la cantine, sachant que 97% des enfants mangent à la cantine, donc quasiment la totalité. Et ce questionnaire nous a apporté des éléments extrêmement précieux et intéressants, et on démontrait que en changeant la cantine, on avait changé la manière de s'alimenter des familles. Et que le premier vecteur du changement dans les familles avait été la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui mange bien à l'école et qui a des ateliers autour de l'alimentation est capable de transférer dans la cellule familiale des bons repères nutritionnels et de changer les pratiques de consommation des parents pour que vers une alimentation plus biologique, plus locale, plus de saison, plus cuisinée maison et qui intègre les repères du plan national nutrition santé. Donc c'était une excellente nouvelle pour nous et c'est pour ça que dans la continuité, en 2016, on a créé la Maison d'éducation à l'alimentation durable qui avait pour objectif euh, d'accompagner ses parents à continuer à transformer leur alimentation et d'aller un peu plus loin, mais aussi de sensibiliser les habitants qui n'ont pas les enfants à la cantine et comment changer aussi l'alimentation de ces habitants. Et cette maison d'éducation à l'alimentation durable est devenue en 2017 officiellement notre projet alimentaire territorial labellisé par le ministère, un PAT, comme on dit en acronyme, et un PAT qui travaille sur 5 axes. Le premier axe, c'est un volet agricole, mais nous on l'appelle reconquête agricole, parce que c'est bien de ça dont il s'agit chez nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'organiser les filières, il ne s'agit pas d'éviter la disparition des agriculteurs, il s'agit de reconquérir les terres agricoles et de réinstaller des agriculteurs parce qu'on n'a quasiment plus rien. Et c'est comme ça, par exemple, qu'en 2012, dans le PLU, on passe de 40 à 112 hectares classés agricoles. Sur la Côte d'Azur, j'aime à le souligner parce que l'enjeu foncier sur la Côte d'Azur, ce n'est pas rien. Il y a énormément de spéculation foncière et que donc flécher une augmentation des terres agricoles, ça veut dire que des propriétaires voient disparaître la capacité à, à vendre à la construction des terres et donc à perdre beaucoup d'argent. Le deuxième axe de notre PAT, c'est l'accessibilité à l'alimentation durable, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants trouvent dans les commerces de la commune de l'alimentation durable, bio avant tout, local si possible, équitable le plus souvent que c'est possible, parce que le commerce équitable garantit justement la juste rémunération des producteurs, et aussi garantissent une accessibilité sociale à l'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation durable ne soit pas réservée à une partie de la population, mais qu'elle soit bien accessible à l'ensemble des habitants de la commune, quelle que soit leur capacité financière. Le troisième axe, c'est l'éducation de tous les publics à l'alimentation durable, les enfants, les familles, les seniors, les publics précaires, les restaurants, les entreprises, voilà, tout, partout où il y a de l'alimentation, il faut sensibiliser à l'alimentation. Le quatrième axe, c'est un axe recherche-action, c'est toujours le travail avec le monde de la recherche, le monde de la connaissance, euh, pour à la fois analyser le travail que l'on fait, l'évaluer, mais aussi nous aider à ouvrir de nouveaux axes dans notre projet alimentaire. Et le dernier axe, le cinquième, qui prend aussi beaucoup de temps, c'est l'essaimage de notre projet auprès d'autres collectivités. Et d'ailleurs, ça rejoint
que ce soit l'axe 3, l'éducation, ou l'axe 5, les SMH, ça rejoint l'idée d'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est de partager nos connaissances pour amener le plus de territoires possible en transition ou en résilience. Et, euh, et en fait, ces actions de la Maison d'éducation à l'alimentation durable, on vient d'évaluer 5 ans d'action par des études d'impact qui ont été menées par des chercheurs, donc pas du tout fait par les services de la commune, mais bien par des personnes indépendantes, scientifiques, et qui ont, à partir d'un échantillon représentatif des habitants, ont évalué euh, en quoi, quel impact avaient eu les actions de la Maison d'éducation à l'alimentation durable sur le changement des pratiques alimentaires des habitants. Il y a eu 2 méthodes d'analyse, une méthode qui s'appelle Cialinov, qui est une méthode d'évaluation des PAT qui a été créée par 2 personnes, dont un qui est enseignant-chercheur à Supagron Montpellier, l'autre qui travaille dans un bureau d'études, Terreau. Et l'autre méthode qui a été utilisée dans le cadre d'une thèse par Andrea Ludovikova, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc un même questionnaire auprès d'un même échantillon, analysé avec 2 méthodes différentes et qui finalement donnent des résultats convergents et qui donnent encore plus de force à ces résultats parce qu'ils ont été analysés avec 2 méthodes différentes. Et ces résultats, ils montrent que 71% des habitants de population générale, hein, on n'est pas uniquement sur les parents d'élèves, là, mais bien sur l'ensemble des habitants de la commune, sur les 10 000 habitants de la commune, 71% déclarent avoir changé leurs pratiques alimentaires à partir des actions de la collectivité. Donc, c'est 3 quarts des habitants, ça commence à faire du monde. Et en quoi ont-ils changé? Ben, ils ont en moyenne diminué de 30% leur consommation de produits ultra transformés, alors que cette consommation continue à augmenter au niveau national. Ils ont diminué de 23% leur consommation de viande, alors que la consommation au niveau national continue de très légèrement augmenter. Ils ont déclaré pour 28% d'entre eux qu'ils mangent du bio tous les jours, donc 2 fois plus qu'au niveau national. Et finalement, ces transformations de l'alimentation génèrent un impact carbone 20% inférieur à la moyenne nationale. Donc, on voit qu'en 5 ans, on a réussi à, voilà, à faire de la résilience, on va dire, hein, puisque concrètement, on a diminué l'impact carbone de l'alimentation. Et on sait qu'en mangeant moins ultra transformé, qu'en mangeant moins de viande et en mangeant plus bio, on a des habitants qui sont potentiellement en meilleure santé, d'après toutes les études qui montrent comment on peut se rendre malade avec l'alimentation d'aujourd'hui. La méthode de l'analyse de cycle de vie nous montre aussi qu'on a diminué, en produisant l'alimentation des habitants de Montsartou, qu'on a diminué notre consommation d'eau pour produire l'alimentation, qu'on a diminué l'énergie fossile pour produire cette alimentation, qu'on a diminué la surface nécessaire pour produire cette alimentation et bien sûr diminuer l'impact carbone. Donc on voit on voit très bien qu'on réduit de manière importante et diversifiée l'impact de l'alimentation des habitants de Montsartou. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que peut-être avant, on sait aussi que les habitants ont dit qu'ils changeaient 2 à 3 fois plus vite s'ils étaient accompagnés par la Maison d'éducation et d'alimentation durable que s'ils ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, certains sont allés jusqu'à une diminution de 42% de leur impact carbone. Donc on voit qu'il y a encore de la marge de progression dans la diminution de l'impact de l'alimentation en appliquant toutes les recommandations euh, que porte la Maison d'éducation et d'alimentation durable.
toutes les actions que l'on porte à Montsartou et les réussites de ces actions sont transférables à toutes les collectivités, quel que soit le territoire et quelle que soit la taille. Parce qu'on nous dit souvent que ça a été facile à Montsartou parce qu'on a une petite ville de 10 000 habitants et que ce n'est pas transposable à une grande métropole. Mais nous, on a une petite ingénierie et des petits moyens. Les métropoles ont des grandes ingénieries et des grands moyens. Et pourquoi je dis que c'est complètement transposable? Parce que la clé de notre réussite, euh, elle est au départ. Elle est dans la prise de conscience des enjeux et dans la volonté de se fixer des objectifs ambitieux et de changer. Une fois qu'on a décidé ça, on fait ce qu'on veut. Et rien ne nous arrête. Donc, c'est ce qu'on essaye de partager, nous, avec, dans le cinquième axe de notre PAT, dans l'essaimage. C'est effectivement de partager avec ces autres collectivités. Et effectivement, il y a des collectivités de toute taille qui sont venues nous voir, puisqu'on a des petits villages de 100, 200 habitants, jusqu'à Marseille, jusqu'à la métropole de Lyon, voilà, donc des très grandes collectivités, puis des collectivités européennes, hein, grandes aussi, comme Wrocław en Pologne, ou la métropole de Liège, hein, qui font 600 000 et 700 000 habitants. Et, euh, et en fait, ce qu'on partage avec ces collectivités, c'est à la fois la nécessité d'une prise de conscience des enjeux et de montrer que on peut changer les choses et qu'on peut avoir des résultats. Et en fait, on leur montre aussi comment nous, on a été assez pragmatiques dans notre projet et comment on n'a pas essayé de changer du jour au lendemain l'ensemble des choses, mais comme ce projet a cheminé sur plusieurs années. Parce que qu'est-ce que la résilience, qu'est-ce que le changement alimentaire? C'est changer ses pratiques. Et les pratiques, elles sont multiples en alimentation, elles sont nombreuses et elles peuvent se changer progressivement les unes après les autres. Dans la cantine, concrètement, on va changer l'équilibre nutritionnel, on va changer nos achats, on va changer la manière de cuisiner, on va changer le matériel pour cuisiner, on va changer la manière de nettoyer nos cuisines, on va changer la manière, euh, on va changer la quantité cuisinée pour correspondre aux réels besoins des enfants et pas celui de la poubelle. Voilà, c'est une multitude de changements très, très pragmatiques, très concrets, mais toujours qui vont dans le même sens, vers le même objectif. Et en fait, cet objectif de santé-environnement, c'est notre filtre de décision. C'est-à-dire que si j'achète comme ça, est-ce que je respecte la santé et l'environnement? Sinon, si ce n'est pas assez, ben, comment je change? Voilà. Et on se pose cette question pour l'ensemble des actions que font les agents dans la cuisine, comme on le fait sur la manière de produire l'alimentation et comment on amène les familles à le faire et à décider de construire, de définir et de construire leur souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire aujourd'hui. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas juste produire en France parce que la France est meilleure que les autres. La souveraineté alimentaire, c'est de définir comment on veut manger, comment on veut composer son régime alimentaire, comment on souhaite que cette alimentation soit produite, où est-ce qu'on accepte qu'elle soit produite, euh, est-ce qu'elle est produite en respectant le producteur et sa juste rémunération? Voilà, c'est tous ces filtres, la souveraineté alimentaire. Et nous, on l'a fait au niveau de la cantine, et ce qu'on amène, c'est les habitants à le faire au niveau de leur consommation familiale aussi. On peut définir ce qu'on veut manger, comment on veut que ça soit produit. Et c'est ça la souveraineté alimentaire. C'est pas juste de décider on va être souverain, on va pas s'occuper des autres, on va être dans la toute-puissance de la souveraineté. Non, souveraineté, c'est définir comment on va manger pour préserver les équilibres euh,
les grands équilibres hein, avec l'environnement et avec la justice sociale. Et c'est ça qu'on partage avec les collectivités. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la ferme municipale, on a été les premiers à le faire, une ferme municipale pour approvisionner la cantine. Aujourd'hui, il y en a 110 en France. Il y en a une en Bulgarie. Il y en a une qui se prépare au Portugal. Voilà, le partage concret, l'impact de notre partage, c'est ça. Liège, qui était il y a 4 ans à 2-3% de bio, est aujourd'hui à 80% et sera à la fin de l'année à 100% de bio dans les cantines. Parce ils sont venus travailler avec nous. La métropole de Lyon va ouvrir sa ferme métropolitaine. Et les cantines de Lyon avancent fortement, mais on a y changé aussi. Voilà, donc l'essaimage, ça fonctionne et c'est peut-être nos petits cailloux à nous. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'effet boule de neige et comme je l'ai dit, je crois beaucoup à la transformation par les territoires et plus on sera nombreux comme territoire à mener des politiques alimentaires ambitieuses, euh, plus on arrivera à relever ce défi de la résilience alimentaire et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà pourquoi on essaime. Alors c'est beaucoup de temps d'essaimer puisque depuis le 2018, on a partagé avec près de 800 collectivités. Donc c'est quand même considérable. Comme je le disais, en France, en Europe, en avec quelques villes aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Asie, Japon, Taïwan. Voilà, donc c'est un projet qui est connu un peu partout et qui inspire un peu partout. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Quant à la prochaine étape de notre projet, ben, ce qu'il faut toujours, c'est consolider l'existant. Quand on a transformé, c'est consolider, c'est permettre que ce projet perdure. Mais on a encore beaucoup de choses à faire malgré tout. Quand on diminue de 20% l'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartou, on passe de 2 tonnes équivalent CO2 à 1,6. Il faut se rappeler que les accords de Paris, c'est 2 tonnes en tout. Donc on voit que même en alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre, l'alimentation. Donc, on devrait être à 500 kilos et pas à 1,6 tonne. Donc, il faut continuer à modifier nos habitudes alimentaires pour encore diminuer la viande, diminuer l'impact de la production de l'alimentation. Ça, c'est très clair. Et le deuxième gros challenge que nous, on a à relever, c'est-à-dire que certes, la commune a fait le job en passant de 40 à 112 hectares classés agricoles dans son PLU. On est en révision de PLU, on va passer à 150 hectares. Mais on a pour le moment installé des agriculteurs que sur 2 hectares. Donc on voit comme il est difficile d'amener les propriétaires fonciers à libérer ce foncier et le mettre à la disposition des porteurs de projets. On est en train d'enclencher des choses. On a 2 hectares, on va libérer à nouveau 3 hectares. Donc, voilà. Et c'est notre challenge à nous, c'est de réussir à mettre ces 112 puis 150 hectares en production pour nourrir plus localement en agriculture biologique les habitants de la commune. Et ça, c'est des gros changements d'approche, d'autant plus que ben voilà, nous, on n'est pas maître du foncier, c'est-à-dire qu'on est maître du classement du foncier dans les documents d'urbanisme, mais on n'est pas maître de la mise à disposition du foncier de propriétaires privés auprès d'agriculteurs. Se rajoute en plus pour nous, pour installer des agriculteurs, c'est l'enjeu du logement, comment on loge des agriculteurs sur la Côte d'Azur, sachant que c'est un métier pas suffisamment rémunérateur et que l'habitat est très cher chez nous et que c'est forcément des agriculteurs qui viendront d'autres régions parce que nous, on n'en a plus. Donc il y a encore des très grands défis dans la relocalisation
de la production. Voilà pour moi la suite de projets et ce à quoi on s'attelle. Donc, amplifier la diminution de l'impact carbone et réussir à installer des agriculteurs sur notre territoire. Si vous le permettez, je vous partagerai 2 livres, mais du même auteur. Donc, je sais, c'est la moitié. C'est une petite dérive de l'exercice, mais parce que ce sont 2 livres complémentaires, en fait. Alors, l'auteur, c'est François Collard du Tilleul. C'est un chercheur, un juriste, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie alimentaire, sur le droit à l'alimentation. Et il a fait un livre qui s'appelle Nourrir, et où il partage sa vision de la manière de nourrir les habitants. Et c'est un chercheur qui nous a beaucoup inspirés, hein, notamment quand je parle de la définition de la souveraineté alimentaire, c'est complètement issu de sa réflexion. Et le deuxième, qui est un petit fascicule qu'il a fait récemment, alors c'est coécrit avec d'autres chercheurs, qui s'appelle La santé commune. Et il propose de passer de One Health, qui était pour beaucoup une révolution. One Health, c'est la santé humaine, la santé animale, la santé de l'environnement, mais lui, il propose plutôt la santé commune qui rajoute en fait la santé sociale. Ça me paraît primordial de faire en sorte que la santé sociale soit présente dans une approche globale de la santé. Et un film, ben, il y en aurait beaucoup, mais je vais vous donner le dernier qu'on a projeté aux habitants de Montsartou sur la thématique de l'alimentation, qui s'appelle La théorie du boxeur, qui est un film qui vient de sortir en salle fin mars, qui est tout récent, alors qui évidemment ne fera pas un record de fréquentation dans les salles, mais qui pourra être projeté dans les cinémas d'art et essai et dans des projections organisées. Et La théorie du boxeur, c'est un film qui a été tourné au cours de l'été 2022 dans la Drôme, dans la Bio-Vallée, et qui montre ben, les problématiques d'accès à l'eau des agriculteurs et qui montre comment le dérèglement climatique met en péril la capacité de produire notre alimentation et qui essaye de montrer comment chaque agriculteur, selon ses méthodes de culture, essaye de construire des solutions et comment des chercheurs essayent de travailler sur cette problématique, comment régénérer la capacité des sols à conserver l'eau, etc. Donc c'est un film extrêmement intéressant parce que extrêmement d'actualité, parce que une des résiliences la plus forte peut-être, au-delà de la résilience du régime alimentaire, c'est la résilience de notre manière de produire de l'alimentation. Comment on va réussir à s'adapter au changement climatique. J'entendais encore ce matin à la radio et nous on l'a constaté sur notre ferme municipale, ces 2 dernières années, nos rendements ont diminué de 20%. Donc il y a un problème. Et nous n'étions pas le territoire des Alpes-Maritimes ou de France les plus en difficulté sur l'eau. On a toujours pu arroser nos productions. Mais même en arrosant, quand il fait trop chaud, que l'air est trop sec, qu'il y a de plus en plus de vent et peut-être de moins en moins d'insectes euh, qui nous aident à produire. Je pense, je pense bien sûr aux abeilles. Eh ben, on a des problèmes de rendement. Donc, on a des problèmes de capacité à produire notre alimentation. Donc, c'est là aussi qu'on voit l'urgence du changement et qu'il est évident qu'on ne change pas assez vite. Et il est évident que les politiques publiques nationales, européennes, n'ont pas pris la mesure de l'urgence du changement nécessaire
pour lutter contre le réchauffement climatique. Et moi, je ne crois pas que la technologie résoudra tout. On doit changer nos pratiques.